Hello and welcome to our webinar series. Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires, les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les milieux des soins de longue durée. Je m'appelle Tania McDonald, directrice innovation à Excellence en Santé Canada. Je suis heureuse d'animer ce webinaire. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur des territoires habités par des peuples autochtones depuis la nuit des temps. Nous émettons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément le lien historique avec ce lieu et la possibilité qui nous est donnée de nous réunir ici aujourd'hui. Merci de participer à cette aventure visant à façonner l'avenir de la qualité et de la sécurité ensemble. Aujourd'hui, nous avons un programme plein d'informations, de vécus, d'outils que vous pouvez utiliser dans votre organisation. Nous allons partager les résultats de l'évaluation par ESC du programme SLD+, d'apprentissage pendant la pandémie. Nous allons en apprendre davantage sur un nouveau cadre de gestion des ressources humaines en santé et nous allons évoquer les méthodes originales que les établissements de SLD ont utilisées pour envisager la dotation personnelle pendant la pandémie. Nous sommes heureux d'offrir une interprétation simultanée en français pendant cette séance pour entendre la voix de l'interprète sélectionnée français dans le menu d'interprétation bas de l'écran. Nous vous invitons à poser vos questions, partagez vos commentaires en tout temps dans la boîte de dialogue en anglais et en français. Nous vous encourageons à répondre aux questions d'autres participants et à réagir à leurs observations dans la boîte de dialogue également. Nous allons tâcher de poser un aussi grand nombre de questions que possible à nos conférenciers pendant la période de questions à la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'un soutien pendant le webinaire, veuillez communiquer avec le soutien technique dans la boîte de dialogue. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur notre site web d'ici 1 ou 2 jours. Vous pourrez alors la passer en revue ou la communiquer avec vos collègues qui n'ont pas pu y assister. Je suis très heureuse de vous présenter Justin Liu, responsable de l'évaluation à Excellence en Santé Canada, pour résumer notre programme SLD+. Beaucoup d'entre vous ont participé à l'un ou l'autre de nos programmes et ont partagé votre rétroaction. Vos réponses sont importantes car elles nous permettront d'assurer que l'évolution de nos programmes en assure la pertinence et l'impact. Merci, Tania. Merci à vous tous qui ont participé à SLD+, et qui ont répondu à notre dernier questionnaire. Vos réponses nous aident à améliorer continuellement nos programmes. Je suis très heureux de me trouver ici aujourd'hui pour vous en communiquer les résultats. Au total, nous avons reçu 245 réponses à nos questionnaires, lequel a été diffusé en 4 vagues successives. La première en février-mars 2021 et la plus récente jusqu'en mars 2022. Les participants au programme SL2 variaient beaucoup au niveau de leur contexte et de leurs besoins et ont déclaré qu'ils avaient utilisé toutes sortes de méthodes en vue de réagir à la pandémie, au niveau des impacts organisationnels et au niveau des impacts sur les bénéficiaires habitant et travaillant dans les établissements. Les 4 premiers thèmes portent sur les impacts organisationnels et le 5e, l'impact personnel. SLD+ a accru l'accès des organisations aux ressources et au savoir. Les participants ont déclaré que le financement et l'information leur ont permis d'acheter des EPI et des fournitures, d'engager du personnel, d'acquérir des technologies pour des programmes de loisirs et de donner de la formation. Le soutien du programme SLD a également aidé les équipes à mettre en place des pratiques pour leur réponse à la pandémie. 85% ont indiqué que le programme SLD+, a accru leur capacité de mettre en œuvre les pratiques prometteuses exposées dans réimaginer les soins pour les aînés. Et 55% ont déclaré avoir modifié leurs politiques, leurs normes ou leurs lignes directrices en fonction d'informations provenant de SLD+. Le programme a contribué à donner aux participants un sentiment de préparation et des facteurs rassurants face à la pandémie. 78% déclarent que le programme les a aidés à se préparer à des éclosions futures. Plusieurs facteurs rassurants ont été cités. Planification face à la pandémie, connaissances et attitudes améliorées et soutien
par les pairs grâce à la liaison avec un réseau d'autres foyers et résidences pour aînés dans le programme SLD+. Le réseautage, un autre aspect plein d'impact du programme. Les participants ont aimé la transmission de connaissances entre pairs dans le cadre des caucus, de l'encadrement de groupe qui a été proposé, ce qui leur a permis d'apprendre des autres, de savoir ce qui se passait ailleurs au Canada, d'échanger des idées et d'évaluer les plans de leur organisation. Enfin, les participants ont déclaré qu'ils ont été en mesure de mieux protéger leur personnel, leurs résidents et les proches. Les mesures de protection et de prévention des infections qu'ils ont mises en œuvre ont contribué à assurer la protection des résidents et du personnel contre la COVID-19 et certains ont fait état d'amélioration dans l'ensemble de l'équipe de soins et dans la mobilisation de toutes les parties prenantes. SLD+, leur a permis d'aborder des approches pour mieux soutenir la santé mentale et le bien-être du personnel, des résidents et des familles. Et beaucoup de répondants ont noté l'importance des orientations pour la réintégration des partenaires de soins essentiels et des autres moyens de donner la priorité aux soins axés sur la personne. Cette diapositive montre quelques-uns des résultats pour les personnes vivant et travaillant dans les foyers. Plus de la moitié des répondants déclarent qu'il y a eu des améliorations dans l'expérience entourant les soins vécus par les patients résidents de la famille, la santé des patients résidents, la vie professionnelle des prestataires de soins et l'efficacité des soins. Enfin, dans les deux dernières versions de l'enquête, nous avons inclus quelques questions pour orienter les programmes futurs du secteur. Je vais vous communiquer ces résultats très rapidement et vous inviter à communiquer avec nous, que ce soit dans cette boîte de dialogue ou par courriel, si vous avez d'autres rétroactions pour orienter nos programmes futurs. Nous savons que le financement est un soutien utile, mais parmi les autres prestations que nous avons proposées, la plupart des participants ont déclaré qu'ils souhaiteraient participer à de nouveaux webinaires comme celui-ci. Plus de la moitié s'intéresserait au caucus de 30 minutes en vue de la collaboration et du partage du savoir et 41% s'intéresseraient à l'encadrement. Pour ceux qui préfèrent l'encadrement étant proposé dans le cadre de notre programme actuel d'amélioration de la qualité dans les SLD, la plupart préfèrent un encadrement du groupe plutôt qu'individuel. La plupart préfèrent être regroupés par région plutôt que de participer à des groupes pan-canadiens. Et la plupart préféraient des sujets planifiés à l'avance plutôt que des sujets choisis par les équipes en temps réel. Bon, les caractères sont petits sur cette diapositive. Je vais vous exposer les options qui y figurent et nous pouvons vous envoyer les diapositives par courriel par la suite. Globalement, l'élément qui suscite le plus d'intérêt représente une formation spécifique sur le leadership dans le secteur, suivi par un programme collaboratif sur de multiples sujets, un programme fournissant un financement et un soutien des connaissances pour les soins centrés sur la personne en particulier, des formations portant spécifiquement sur l'amélioration de la qualité. Nous avons à faire certaines formations il y a une quinzaine de jours sur ce thème, nous continuerons de le faire, un programme visant à soutenir les personnes travaillant dans le secteur. Et puisqu'il s'agit du thème du webinaire d'aujourd'hui, c'était une excellente transition. Je vais donner la parole à Tania. Encore une fois, nous invitons votre mobilisation et votre soutien pour guider l'orientation de nos programmes futurs. Merci, Justin. Je me fais l'écho des remerciements de Justin envers toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire dans le cadre de l'évaluation des programmes afin de nous aider à bien répondre aux besoins et à éclairer l'élaboration des programmes futurs. Je suis à présent très heureuse de vous présenter nos conférencières pour la première partie de ce webinaire, pendant lequel nous allons évoquer l'élaboration d'un cadre innovant de dotation en personnel. Nous sommes en compagnie de Michelle Lowe, qui est directrice générale de la Nursing Homes of Nova Scotia Association, où elle promeut les intérêts de 85% des administrateurs de foyers de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse. Elle a détenu plusieurs rôles de direction dans le secteur des soins de longue durée depuis 25 ans.
Michel Lowe représente ses membres au sein de différents comités sectoriels, y compris au sein du conseil d'administration de l'Association canadienne des soins de longue durée. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle en relations publiques de l'Université Mount St. Vincent et d'une maîtrise en administration des affaires de la Sobey School of Business de l'Université St. Mary's. Debra Boudreau est ergothérapeute qui a travaillé dans les soins actifs, les soins à domicile, au sein des pouvoirs publics et à l'heure actuelle dans le secteur des SLD. Elle est administratrice et chef de la direction du foyer de SLD Tideview Terrace à Digby, Nouvelle-Écosse, le premier établissement enregistré Eden Alternative dans le Canada, dans la région atlantique, et ex-présidente de l'Association des foyers de SLD en soins de Nouvelle-Écosse et de l'Association néo-écossaise des soins continus. Bonjour tout le monde. Alors, nous allons commencer avec cette diapositive, éviter les fermetures de lits de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse. Je voudrais très rapidement évoquer le contexte dans lequel nous avons mis en place ce projet en particulier, afin que vous puissiez en comprendre le contexte. À cette époque de l'an dernier, en 2021, et certainement avant la pandémie, la Nouvelle-Écosse ne différait pas d'autres régions du pays. Des pressions s'exerçaient en continu sur la dotation en personnel. Comme nous, vous aviez tiré la sonnette d'alarme auprès de nos bailleurs de fonds, de nos décideurs depuis 5-10 ans, en annonçant ce défi imminent que nous allions devoir relever. Bien entendu, la pandémie a encore aggravé la situation et jeté une lumière crue sur les vacances de poste. À cette époque de l'an dernier, les administrateurs, les chefs d'équipe des établissements de SLD envisageaient de programmer les vacances d'été, ayant vécu une année très dure de COVID et se rendant compte très rapidement qu'ils allaient éprouver des difficultés considérables pour programmer des congés, sachant que leur personnel méritait un répit de leur lieu de travail. Dans mes fonctions et avec Debra, notre présidente sortante du conseil, nous avons communiqué face aux entretiens alarmants que j'avais avec des administrateurs qui me faisaient part de leur frustration et de leur sentiment d'impuissance et de leur solitude également. Il fallait leur donner quelque chose qui leur permettrait d'énoncer mieux qu'ils ne le pouvaient leurs besoins à l'égard du ministère et l'impact de la situation sur le niveau des soins, la qualité des soins pour les résidents de la Nouvelle-Écosse. Cette diapositive évoque deux des nombreux articles qui ont paru dans les médias à l'époque. Il y a eu beaucoup d'entretiens dans les médias au sujet des pressions en matière de dotation en personnel, pénurie de personnel, fermeture des admissions. Cette option n'avait jamais été envisagée jusqu'à aujourd'hui. La crise du personnel de SLD était une crise essentiellement de personnel. Donc voilà le genre d'entretien qui avait lieu. Nous avons décidé d'engager un facilitateur qui connaissait bien les pratiques Lean ainsi que le secteur de la santé. Nous avons réuni deux autres associations organisations de Nouvelle-Écosse dans notre secteur pour envisager l'impact très général au niveau du secteur en vue de tâcher de créer une solution. Notre approche au sein de notre association Nouvelle-Écosse a toujours été plutôt que de nous adresser au gouvernement et aux bailleurs de fonds et aux décideurs en proposant un problème, nous voulons toujours proposer une solution pour tâcher d'améliorer ou d'atténuer les problèmes. Voilà la tentative que nous avions engagée pour ce faire. Cette diapositive comporte un schéma assez intéressant. Nous voulions pouvoir réunir les principaux facteurs qui contribuaient à la décision que devait prendre un administrateur d'envisager sérieusement la fermeture des admissions pendant l'été. Nous avons découvert qu'il y avait 6 domaines clés. Nous allons peut-être passer aux prochaines diapositives qui les présentent de façon grossie. Donc, il y avait les absences du personnel en poste, les politiques gouvernementales, les conditions de travail, la charge de travail
et bien entendu l'environnement de travail et les horaires. Quand on considère ces éléments, il y avait des facteurs dans chacune de ces zones. Par exemple, personnel, main-d'œuvre vieillissante, surmenage du personnel acceptant de travailler plus. Nous avions du personnel à temps partiel en Nouvelle-Écosse qui ne voulait pas s'engager à certains horaires. Nos modèles de dotation étaient différents, n'avaient pas été mis à jour. Le personnel qui ne pouvait pas prendre congé en vertu de nos conditions de travail, il y avait des anecdotes dans lesquelles les employés quittaient leur poste parce qu'ils voulaient pouvoir prendre 2 semaines de vacances plutôt que d'être tenus de venir au travail, sachant qu'ils pouvaient être engagés de nouveau après leurs vacances. Voilà certains des facteurs qui contribuaient à la création d'un cadre dans lequel l'impact pourrait être établi. Si vous songez à certains des autres facteurs, donc pénurie de personnel dans la communauté, il y avait certains facteurs qui ont contribué à cela. Nous avions remarqué que nous perdions du personnel au profit du secteur des soins de courte durée. Le personnel préférait travailler dans les soins de longue durée parce que les salaires sont plus élevés. La situation devenait plus difficile. Ce n'était pas simplement au niveau du personnel de première ligne. L'équipe de haute direction également était affectée par les pénuries de personnel. Car certains de leurs collègues acceptaient des postes de cadre dans le secteur des soins de longue durée. Il y avait également une baisse des inscriptions dans les programmes d'études pour notre personnel de première ligne. En Nouvelle-Écosse, il y a eu une baisse considérable dans l'effectif des programmes de collèges communautaires. Ce sont des personnels d'assistants de santé dans les soins de longue durée. Il s'agissait de rôles essentiels qui ne bénéficiaient pas d'une relève de la part des diplômés. Je vais donner la parole à ma collègue Debra pour rebondir sur mes propos. Merci, Michel. Donc, une fois que nous avons achevé cette analyse des causes premières et identifié certains des facteurs qui contribuaient aux difficultés que nous connaissions au niveau de notre dotation personnelle, nous sommes demandé que pouvons-nous faire? Il y a une chose à titre d'administrateur que nous avions souligné, c'est que nous n'avions pas vraiment de termes appropriés pour communiquer ce que nous constations dans nos établissements tous les jours. Nous avons donc créé ce cadre pour contribuer à orienter l'entretien, que ce soit à l'interne, au niveau de nos cadres, du personnel, ou bien au niveau des pouvoirs publics ou des bailleurs de fonds ou de nos partenaires. Dans notre cas, ça peut être le bureau de placement. Alors donc, nous avons abordé la question selon le modèle des feux de circulation vert, jaune ou rouge. Vous verrez le rouge dans un instant. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps sur l'état vert, l'état stable, le fonctionnement normal. Il y a parfois des jours comme cela, mais ce n'est pas très souvent. Ces jours-ci, il s'agit surtout d'un état instable, voire critique. Donc, nous avons longuement cherché à définir à quoi ressemble un état instable. Cela ne signifie pas que chacun des éléments de cette liste est présent. Il ne s'agit pas de cacher des cases. Mais lorsqu'en tant qu'administrateur, qu'en tant qu'équipe de direction, vous commencez à voir un certain nombre de ces éléments qui se conjuguent, il s'agissait d'alerter. Quelque chose ne va pas, il faut faire attention et à mettre en place des mesures atténuantes, sinon quelque chose va se produire pour faire aggraver la situation. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'infirmières autorisées. Bon, il y a toujours des infirmières auxiliaires autorisées qui peuvent assurer le soutien. Il y a également des pénuries
des professionnels non réglementés ou du personnel non réglementé que nous appelons auxiliaires en soins continus en Nouvelle-Écosse, mais il y a quelqu'un pour les remplacer, peut-être du personnel de soutien. L'établissement a du mal à se conformer aux exigences d'agrément. Donc, il y a des IA qui doivent assumer le rôle de responsable, mais qui ne peuvent pas travailler sans la présence d'une infirmière autorisée. Les infirmières auxiliaires autorisées, parfois, doivent assumer le rôle de responsable en l'absence d'infirmières autorisées. Vous manquez de personnel de nuit, par les employés préfèrent être affectés au quart de jour, les demandes de vacances sont refusées, les heures supplémentaires augmentent pour compenser les pénuries. On mute dans du personnel d'une unité à une autre qu'ils connaissent mal. Il y a peut-être une pénurie de personnel paramédical. Il y a peut-être, ces personnes sont peu nombreuses, mais leur absence représente une lacune considérable. Bien souvent, cela se produit une fois, deux fois, trois fois par semaine, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas passer en revue tous ces éléments, mais cela vous donne une idée des éléments qui amèneraient à réfléchir de plus près à ce qui se passe et essayer de voir si c'est une tendance, si c'est ponctuel, si ça se produit toutes les fins de semaine, si ça se produit assez fréquemment. Et nous avons également examiné la littérature pour voir ce qui pourrait arriver à nos résidents, tandis que nous avons des pénuries de personnel. Alors, les résultats des recherches montrent que, comme on s'y serait attendu au niveau des indicateurs, dans cet état, nous nous sommes dit qu'il y a peut-être, on se situe peut-être dans un état limite. On commence à à constater des changements au niveau de perte de poids, déshydratation, pleine pression, mais qui ne sont pas expliqués. On ne peut pas vraiment expliquer ou comprendre les raisons, mais on sait que quelque chose commence à se produire. Alors, avec le temps, si les choses ne sont pas améliorées, eh bien, on se situe dans l'état critique. Avec notre secteur en Nouvelle-Écosse, puisque nous avons présenté ce cadre, nous avons diffusé un questionnaire. Nous avons dit où vous situez-vous cette semaine, il y a 2 mois, il y a divers moyens. Et les répondants ont pu vraiment entrer dans le détail et énoncer s'ils se considéraient comme étant dans un état difficile ou un état critique, ou parfois dans un état stable. L'état critique représente des rubriques semblables dans l'état instable, mais c'est encore pire, c'est l'étape suivante. Alors, l'établissement manque constamment d'infirmières autorisées et il doit surmonter des difficultés avec les personnels non réglementés, plutôt que alors, au lieu que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y a pas de service de soutien, il n'y a pas d'infirmière auxiliaire autorisée pour assumer le rôle de responsable. Les directeurs des soins ou si vous avez des administrateurs qui sont infirmières autorisées, elles doivent être alors, LTCA. LTCA, c'est des personnels de 4e niveau. Dans certains cas, ce sont des personnels de soutien environnemental, assistants diététiques qui sont mis à contribution pour combler ces et la liste continue. Non seulement on refuse les vacances, mais on les annule. Il n'y a pas de date de résolution pour les problèmes de dotation. Vous éprouvez plus souvent des difficultés à remplacer les malades. Et à présent, au niveau des résidents, on peut commencer à établir un lien direct entre la pénurie de personnel d'une part et d'autre part les changements intervenus dans l'état des résidents. Alors,
nous avons commencé à dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous nous trouvons dans ces différentes situations? Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il s'agissait d'aider les administrateurs à commencer à réfléchir à d'autres possibilités que la fermeture des lits. Avant de passer à cette solution et afin d'obtenir un soutien au niveau du ministère ou des pouvoirs publics, si nous pouvions au moins mettre en œuvre plusieurs mesures sur cette liste, la possibilité de recevoir un soutien lorsque nous dirions oui, le temps est venu de fermer des lits parce que nous ne pouvons pas accueillir d'autres patients en dispensant des soins en sécurité. Alors, passons à la diapositive suivante. Alors, je vais m'arrêter sur celle-ci. Nous avons pris en œuvre des mesures d'atténuation, non seulement au niveau des résidents, mais encore au niveau des fournitures, au niveau de l'infrastructure ou différents changements au niveau de l'environnement de travail. Et je vais ensuite rendre la parole à Michel. Merci beaucoup, Debra. Donc, nous avons présenté ce cadre aux administrateurs en septembre. Beaucoup d'entre eux ont utilisé ce cadre comme guide, comme Debra l'a dit, pour étudier ce qu'ils mettraient en œuvre dans titre de stratégie d'atténuation, afin que lorsqu'ils s'adresseraient au ministère, ils puissent montrer de façon concrète toutes les stratégies mises en place, ce qui donnait résultat, ce qui n'en donnait pas. Et il semblait y avoir un degré de préparation beaucoup plus élevé de collaborer avec les foyers de soins de longue durée et d'imposer une pause des admissions. 39 établissements de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse ont dû gérer des éclosions de COVID-19 pendant l'hiver dernier. Et pendant cette période, il y a eu des interruptions des admissions dans plus de 50 établissements, parfois pendant de très brèves périodes, une semaine peut-être, mais il y a eu certains établissements qui sont demeurés fermés à tout nouveaux résidents de façon chronique. Il s'agit de fournir, de dispenser des soins en sécurité aux résidents dont ils s'occupent, et pas de trouver des moyens d'accueillir de nouveaux résidents. Mais le ministère cherche toujours à passer en revue les stratégies, comment on peut faire les choses différemment. Cela nous a donné la possibilité d'envisager une approche qui nous aiderait à énoncer les préoccupations que nous avions. Bien sûr, nous, dans les soins de longue durée en Nouvelle-Écosse, nous avons un nouveau gouvernement et leur engagement a consisté à réinvestir dans les soins de longue durée. Il y a donc de nouveaux fonds, un nouveau financement, nouveaux immeubles, nouveaux lits. Le défi consiste à pourvoir aux problèmes de dotation en personnel. Et encore une fois, nous continuons d'utiliser ce cadre pour alimenter notre prise de décision. Voilà ce que nous avons fait en Nouvelle-Écosse à titre de cadre et comme je l'ai dit, nous avons très bien réussi à énoncer les difficultés face à nos décideurs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, ça c'est le Value Collaborative, c'est le nom de l'organisation avec laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration pour préparer la proposition à l'adresse de notre gouvernement. Nous l'avons présentée au ministère afin que l'on puisse savoir ce sur quoi le secteur avait travaillé. Donc, nous voulions être très transparents à ce niveau-là. Voilà la fin de notre présentation. Merci beaucoup, Michel et Debra. Quelques questions ont été posées. Maintenant, elles arrivent très rapidement. J'en ai noté quelques-unes. Donc, avant de passer à la période de questions, quelques questions au niveau du financement, la satisfaction, stratégie en matière de satisfaction et ainsi de suite. Nous allons donner la parole à Laurie Cerquetti. Laurie est infirmière autorisée, fière de l'être, 28 ans de carrière, elle se passionne pour les SLD, elle travaille à différents titres dans ce secteur. Depuis 10 ans, elle est chef de la direction de foyer de SLD à but non lucratif. Elle est actuellement chef de la direction au Southern Clarabelle Simpkin Center Winnipeg.
Elle a pour vision des soins, des foyers de soins personnels comme étant un lieu de joie pour ceux qui vivent, y travaillent et les visitent. À vous, Laurie. Ensuite, nous allons ouvrir la période de questions à l'adresse des auteurs des deux exposés. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous parler. Merci à Excellence en Santé Canada de m'avoir invité à faire part de notre progression. En préparant cette présentation, j'ai eu le temps, la possibilité de réfléchir à ce que nous avons vécu depuis 2 ans. Ce que je vais vous communiquer aujourd'hui, ça vient du cœur. Donc, je dois me remémorer parce que tout commence avant la pandémie. Nous avions des bases solides, des relations solides avec tout notre personnel. Les personnes étaient mobilisées. Nous tâchons de créer un environnement amusant. Nous assurions toujours que les membres de chaque équipe, de chaque CAF, se sentissent qu'ils faisaient partie de l'équipe. Alors, notre plan de pandémie, c'était extrêmement important. Manitoba, nous avons bénéficié du fait que la première vague ne nous a pas frappé durement. Donc, nous avons eu beaucoup de temps, plus de temps qu'ailleurs pour nous préparer, pour réfléchir et pour observer ce qui se passait dans d'autres provinces. Nous avons constaté, non seulement au Canada, mais dans le monde entier, qu'il était essentiel que les résidents fussent nourris et hydratés. Ça, c'était toujours essentiel quand nous créions nos plans pour la pandémie. La création d'une unité d'isolement pour la COVID a été essentielle pour notre site. Ce ne sont pas tous les sites qui peuvent le faire, mais pour nous, nous avons estimé que c'était préférable. Nous avons demandé des volontaires pour y travailler. Nous avons entouré de soins le personnel qui s'est porté volontaire. Nous les nourrissions, nous les blanchissions s'ils le souhaitaient. Nous leur fournissions des produits de soins personnels de haut de gamme. Nous avons infatigablement déployé des efforts pour nous procurer des équipements et des fournitures. Nous sommes allés au-delà de nos sources normales, depuis les masques jusqu'aux écrans faciaux, aux vaporisateurs, aux matelas spécialisés, tous autres éléments qu'il était difficile de se procurer pendant la pandémie ou au début du mois. Nous avons fait beaucoup de préparation du personnel et nous avons fait preuve d'une honnêteté totale. Nous avons toujours été très francs, le plus franc possible. Nous avons informé le personnel du fait que cela pourrait devenir terrible et de ce avec quoi il pourrait se trouver aux prises. Nous avons mis au point un plan de travail raccourci. Nous avons communiqué avec notre communauté, notre personnel de manière transparente et honnête. Et nous avons toujours estimé qu'il était essentiel que les gens reçussent ces nouvelles de nous-mêmes et non des médias. Nos plans évoluent toujours. À chaque éclosion, nous donne des leçons, nous apporte des leçons et le plan évolue. Nous avons commencé à réfléchir aux raisons pour lesquelles le personnel vient travailler. Qu'est-ce qui les motive? Eh bien, chez nous, c'est parce qu'ils se sentaient en sécurité, ils se sentaient soutenus, ils savaient que nous possédions le matériel et fournitures nécessaires pour faire le travail. Il était également important pendant les 2 premières éclosions d'avoir l'unité d'isolement pour la COVID-19, une unité dans laquelle nous accueillions des résidents qui étaient COVID positifs et dans ce secteur totalement distinct de l'établissement, officiaient des employés qui s'étaient portés volontaires pour y travailler, et là seulement, et le personnel se sentait en sécurité. Notre personnel était très engagé, très loyaux envers l'employeur. C'était essentiel également que l'équipe de direction était constamment présente. Aucun des membres de la direction n'a eu le choix de travailler à domicile. Nous avons travaillé de façon très, très pratique, très concrète, et nous avons fait en sorte que le personnel sache que nous soyons là que nous étions là pour les soutenir, et aussi que car enfin, si nous n'étions pas au travail, pourquoi les employés s'y rendraient-ils? Et puis, le fait que les employés savaient à quoi s'attendre, notre franchise infatigable, et le sentiment d'appréciation, j'y reviendrai d'ailleurs.
Alors, nous avons dû nous demander qui peut aider et comment. Nous nous sommes rendus compte très rapidement, pendant la première éclosion, que nous étions plus ou moins seuls. Même s'il y a eu des offres d'équipes provinciales, en raison de l'ampleur des éclosions dans l'ensemble de notre province, nous étions essentiellement seuls et nous avons dû établir un équilibre entre les risques et les bénéfices des différentes solutions que nous pouvions envisager. Donc, notre personnel était là pour nous aider. Nous nous sommes assurés, au tout début de la pandémie, que chaque personne qui travaillait au centre Simkin aurait pu aider dans l'optique de l'alimentation et de l'hydratation. On voit ici un de nos employés de l'entretien qui pratique l'alimentation avec notre chef des finances. Chaque personne a pu assister aux besoins. C'était toujours branle-bas de combat pour tout, pour vider les poubelles, pour installer l'unité d'isolement. Lorsque nous avons dû ajouter des sacs poubelles, ajouter des masques dans l'unité, tout le monde y a participé, quel que soit le poste au sein de l'organisation. Encore une fois, l'unité d'isolement pour la COVID-19 pendant les 2 premières flambées a représenté une option fantastique. Encore une fois, nous avions des volontaires qui travaillaient des quarts de 12 heures. Après l'arrivée de l'Omicron, Noël et jour de l'an, au centre Sinkin, nous avons perdu plus de personnel en une semaine que ce n'avait été le cas pendant les 7 premières semaines de la première éclosion. Nous avons eu de véritables difficultés. Nous avons constaté qu'il était utile d'afficher les horaires près du bureau du personnel et le personnel a pu voir quels étaient les quarts vacants. Nous les encerclions et les employés pouvaient se porter volontaires. Ils prenaient également des photos des quarts vides et les envoyaient à leurs autres collègues pour les encourager à les prendre. C'était un peu de pression par les pairs ou d'encouragement à vos collègues de donner un coup de main et ça a marché très bien. Il y a eu des périodes pendant lesquelles nous avions un personnel réduit, la situation était critique, mais cela signifiait également une charge de travail réduite. Nous avons dit très clairement à notre personnel à quoi cela ressemblait. Nous avons été très clairs au niveau des familles et au niveau de la communauté. Alors, ça aurait pu vouloir dire, par exemple, une compression des médicaments, ça aurait pu vouloir dire la simplification des repas et le service de tous les repas en utilisant des ustensiles jetables. Les résidents pouvaient n'être changés qu'une fois par jour. Il n'y avait plus de bains en baignoire et ainsi de suite. Nous avons mis ces mesures en œuvre lorsque nous avons dû et nous avons utilisé des heures supplémentaires et du personnel de l'agence. Je suis très fier du fait que pas une seule fois pendant toute cette pandémie n'avons-nous imposé le travail pour les infirmières auxiliaires, ce qui témoigne de la mesure dans laquelle notre personnel est dévoué. Il y a eu du personnel qui a volontairement annulé des vacances. Nous ne les avons pas annulées, mais des personnels qui ont volontairement annulé leurs vacances pour être disponibles. Je dirais que nous avons également eu une autre épreuve au Manitoba au mois d'avril. Nous devions être frappés par la tempête de neige du siècle. Nous avons dû nous préparer non seulement gérer la COVID, mais encore la tempête de neige. Et c'était extraordinaire parce que il y avait 9 employés qui étaient malades pour la soirée. 20 membres du personnel se sont portés volontaires pour rester et 12 ont passé la nuit dans l'établissement pour assurer qu'on ait suffisamment de personnel le lendemain. Même si le personnel est fatigué, il demeure très dévoué et tout à fait disposé à aider. Il y a un autre résultat intéressant de cette tempête de neige, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attention de la part des médias. Je suis généralement la personne à qui les médias s'adressent, mais nous avons également engagé du personnel parce qu'ils voulaient savoir pourquoi le personnel avait décidé de rester. J'ai eu 3 employés qui ont répondu présent, l'une d'elles avec l'anglais comme langue seconde. Elle travaillait dans l'entretien ménager, mais elle était très fière. Elle savait exactement ce qu'elle voulait partager quant aux raisons pour lesquelles elle était restée. Les proches aidants désignés. La situation était différente dans chaque province, mais au Manitoba,
les personnes dans les soins dans les foyers de longue durée peuvent choisir 2 personnes qui peuvent les assister au moment des soins. Parfois, ce sont des proches, parfois, ce sont des personnes qui sont rémunérées. Dans le cadre du centre Simkin, cela se produit assez souvent, en fait. Alors, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'admission dans l'immeuble. C'était une mesure du gouvernement. Comme beaucoup d'entre vous, nous avions recours à des visites à la fenêtre, à des visites sur FaceTime, des visites à l'extérieur. Et puis enfin, nous avons admis les 2 proches aidants désignés. La première réaction, quand on se situe dans une situation critique avec la COVID, c'est que, bon, on pense qu'on va arrêter toutes les visites. À cause des difficultés en matière de dotation personnelle, nous avons dû repenser à cela. Nous avons dû sous-peser les avantages par rapport aux risques et nous avons décidé très rapidement dans la première éclosion que nous devons réadmettre les aidants désignés. Nous les avons formés au niveau de l'assistance au repas, de l'utilisation de l'EPI. Ils devaient comprendre les risques de leur présence et en fait, ils nous ont beaucoup aidés. À aucun moment pendant la pandémie, ne les avons exclus. Ils sont toujours les bienvenus. Ils sont les bienvenus pour aider. Et je crois que l'une des conséquences regrettables de cette pandémie, c'est que nos pandémies se sentent très seules. Et à mon avis, la solitude peut tuer tout autant que la COVID. Ceci a causé beaucoup de réflexions, entraîné beaucoup de réflexions morales et éthiques pour moi-même et mes collègues également, parce que c'était incroyablement triste quand nous n'avons pas pu laisser les familles, par exemple, passer du temps ensemble. Alors, lorsque nous avons eu notre première éclosion, nous avons eu des problèmes critiques de pénurie de personnel. Nous nous sommes demandé qui peut nous aider. Nous avons lancé un appel aux volontaires sur notre page Facebook, sur notre site web, et les médias ont amplifié. Dès que les médias l'ont amplifié, cela nous a apporté beaucoup d'attention. Il y a énormément de gens qui se sont portés volontaires. Nous avons dû finalement dire, nous n'acceptons plus de demandes, de propositions de bénévolat. C'était extraordinaire la réponse que nous avons reçue. Nous avons veillé à ce que les personnes reçussent une formation au niveau de l'assistance au repas. Nous avons choisi des possibilités d'assister, assistance au repas, dépistage du personnel, ou alors confection des blouses d'isolation. Une colonie utérite nous a dit, nous savons qu'il y a une pénurie de blouses d'isolement, nous pouvons les confectionner pour vous. Nous avons donc pu obtenir les modèles et les spécifications et la colonie utérite, ce sont des couturiers experts, ils nous en ont confectionné 2000, je crois, blouses d'isolement. C'était un cadeau extraordinaire. Nous avons eu des volontaires pour dresser notre sapin de Noël, pour plier les blouses d'isolement. C'était toute une tâche. Des volontaires nous ont aidés sur FaceTime et la colonie utérite non seulement est experte en couture, elle est également experte en cuisine. Et ils nous ont proposé, au besoin, il y a eu beaucoup de personnel malade dans la cuisine, de prendre la cuisine en charge. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, mais c'était bon à savoir que nous ayons quelqu'un qui pourrait nous aider. Il y a également les étudiants qui nous ont beaucoup aidés. Nous n'avons jamais exclu les étudiants de nos stages. Nous avons donc eu un certain nombre d'établissements d'enseignement, sciences infirmières, travail social, même thérapie artistique, qui ont réalisé leur stage chez nous et qui nous ont donné un bon coup de main. Et je pense que c'est la prochaine génération de nos personnels. C'était tout à fait la bonne mesure à prendre. Nous avons également demandé plusieurs subventions pour des étudiants d'été par l'intermédiaire du gouvernement provincial.
des personnes qui pourraient aider à l'extérieur, mais également les subventions pour emploi d'été du gouvernement du Canada. Nous avons eu plus de 15 étudiants l'été dernier qui ont fait toutes sortes de choses, assistance au repas, assistance de loisirs, assistance sur FaceTime, assistance au niveau du transport des résidents pour des visites à l'extérieur. Nous avons eu des étudiants en musique qui sont venus exécuter des morceaux de musique pour les résidents. Nous avons un étudiant qui a travaillé avec le département de réadaptation pour mettre en place un programme de vélo stationnaire. Encore une fois, cela a beaucoup renforcé ce que nous avons pu faire pendant une période difficile. Nous avons également veillé à prendre le temps de célébrer. Il y avait toutes sortes de mesures qui ont été prises, mais il y en a trois qui m'ont frappé. Défiler des personnes rétablies. Quand des personnes se rétablissaient de la COVID et revenaient du service d'isolement à leur service de domicile, nous avons eu l'idée d'un défilé des personnes rétablies. Et la première résidente qui s'est rétablie, nous lui avons donné quelle chanson voulez-vous que nous passions? Et elle dit Stayin' Alive des Bee Gees. Elle voulait qu'un t-shirt soit confectionné en disant survivante du virus et nous l'avons fait. C'est ainsi que nos défilés des personnes rétablies ont commencé et toutes les personnes qui se sont rétablies, qui ont eu un défilé, ont également reçu un t-shirt et c'était l'événement le plus rassurant, le plus exaltant que nous avions pu organiser pour le personnel, les familles, la communauté, même le public. Cela a vraiment attiré l'attention des médias. Beaucoup des médias locaux en ont parlé, mais ainsi que le journal télévisé national de la CBC. C'était une des vignettes de bonnes nouvelles hebdomadaires de CBC. J'étais très fier de voir que c'était également une des vignettes positives de l'année pour la CBC. Nous avons également, comme je l'ai dit, nous avons organisé des activités de levée de fonds, des piñatas représentant la COVID. C'était donc une activité de défoulement où on pouvait crever des piñatas représentant la COVID. Il y a autre chose que je voudrais dire. Je ne dirais pas que c'est une célébration, mais nous avons organisé des services en mémoire des résidents qui sont décédés de la COVID. La première fois, il y avait un petit nombre de membres du personnel. Nous n'avons pas pu inviter les familles à l'époque, mais nous avons estimé qu'il était très important que notre personnel puisse tourner la page parce que c'était extrêmement difficile quant aux pères des membres de la communauté. Ça a été très bien accueilli, mais nous savions toujours que nous voulions faire quelque chose de plus gros, de plus important, réinviter les familles. Donc l'automne dernier, nous avons pu organiser un mémorial permanent, c'est en pierre qui est devant notre immeuble. Nous avons invité des familles à revenir. Autant de membres de personnel qui l'ont voulu ont pu participer. Il y avait un rabbin, des soins spirituels qui ont participé. C'était vraiment une façon extraordinaire de reconnaître nos résidents, tout le travail du personnel, la possibilité donc de rejoindre les familles, manifester leurs condoléances parce que nous n'avions pas pu le faire comme nous l'aurions voulu lorsque leur être cher était décédé. Alors, nous avons fait beaucoup de reconnaissance du personnel. Chaque fois que nous l'avons fait, nous avions toujours inclus les trois quarts. C'est très important parce que typiquement, la reconnaissance, l'appréciation est à l'adresse du quart de jour, mais il y avait toujours le quart de soir et le quart de nuit. Nous avons eu la chance d'avoir pu le faire parce que nous avions le soutien financier des familles et de notre communauté générose, de notre propre fondation. Nous avons également utilisé les réseaux sociaux et les médias dans toute la mesure du possible pour remercier le personnel à chaque occasion. Et nous avons attiré l'attention des médias une fois qu'on accepte de faire une entrevue pour les médias, vous êtes sur la liste et vous appellent constamment. Normalement, ce n'était pas quelque chose que je voudrais faire, mais pendant la pandémie, nous avons utilisé ça à notre avantage et c'était une excellente façon de faire en sorte que nous remercions notre personnel et nos familles, notre communauté. Alors donc, ça, c'est
Je ne sais pas si d'autres provinces ont cela, mais les Jets de Winnipeg proposent, donnent la possibilité de proposer des personnels de santé. Donc, nous avons proposé notre personnel de la salle d'isolement. Cette photo a été affichée sur les réseaux sociaux des Jets et ainsi qu'à une partie, un match des Jets. C'était une excellente façon de reconnaître notre personnel. C'était le dernier groupe qui a ils ont eu le dernier défilé à la sortie de la salle d'isolement après que le dernier résident soit sorti. J'aime toujours songer aux beaux côtés. Donc pour notre site, cela a signifié une hausse du moral et de la mobilisation vers nos résidents et notre organisation. Nous sommes devenus un employeur de choix. Nous avons à présent demandé la désignation de meilleur employeur au Canada ou au Manitoba. Je ne sais pas si nous serons sélectionnés, mais c'est quelque chose que nous espérons obtenir. Nous avons très peu de postes vacants. Puisque nous avons été tellement honnêtes, nous avons augmenté la confiance et le soutien des familles. Nous avons amélioré notre réputation auprès des communautés religieuses et culturelles. Nous avons amélioré notre notoriété. Les dons envers notre fondation ont augmenté. Et malheureusement, il a fallu des milliers et des milliers de décès de résidents partout au Canada, mais enfin, les soins de longue durée bénéficient de l'attention qu'ils méritent et que nous réclamions depuis si longtemps. Voilà qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Laurie. Il y a tellement de remerciements et de commentaires positifs dans la boîte de dialogue et beaucoup de questions. Alors, nous allons peut-être passer à la période de questions pour Michel et Debra d'abord et ensuite pour Laurie. Alors, donc, première question au sujet du cadre de dotation en personnel. Votre financement de la province est-il ajusté en fonction du nombre de lits occupés? Comment cela fonctionne? Il y a deux réponses. Initialement, avec la COVID, certains établissements ont fermé des lits de manière à pouvoir gérer une éclosion. Le gouvernement a réduit le financement de certains de ces établissements parce que les lits étaient fermés pour cette raison. Mais lorsqu'il s'est agi de fermer des lits à cause de pénurie de personnel, c'était un peu plus tard dans le processus. À ma connaissance, Michel, vous avez peut-être des renseignements différents, mais le gouvernement n'a pas ajusté le financement de l'un ou l'autre des établissements. C'est exactement cela. Ils espéraient que ce serait de courte durée et comme beaucoup d'administrateurs l'ont dit au gouvernement, les coûts d'infrastructure demeurent identiques, ce sont des coûts fixes et il y a donc un flux de personnel en isolement qui pourrait revenir 5 jours plus tard. Et donc c'était une situation très dynamique et incertaine. C'est la décision qui a été prise. Il était entendu que même s'il y avait un poste vacant dans un service, on paye éventuellement le quart. Quelqu'un est en congé payé, congé de maladie ou en couverture d'heures supplémentaires. Merci. Ensuite, avec vos stratégies d'atténuation qui faisaient partie de votre cadre, est-ce que vous avez mesuré la satisfaction du personnel à l'égard de ces stratégies? Certains établissements auraient pu le faire individuellement, mais en tant que secteur, Michel, nous n'avons pas fait cela à ce stade. Donc, si vous voulez partager des stratégies de recrutement dans la boîte de dialogue. Et puis enfin, est-ce que vous pouvez partager votre cadre? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous pouvons vous mettre en rapport, Michel et Debra. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé. À présent, Laurie. Beaucoup de questions dans la boîte de dialogue à votre intention. La première question, pour en revenir à l'une de nos premières diapositives, est-ce que le fait de recourir à d'autres disciplines, par exemple les employés non syndiqués, a causé des problèmes au niveau des syndicats? Non, absolument pas. Notre personnel a tout à fait apprécié l'assistance. Il n'y a pas eu de problèmes syndicaux.
Est-ce que vous avez utilisé un programme de formation spécifique au niveau de l'assistance au repas à l'alimentation? C'est notre programme interne et, et nous l'avons dispensé en personne dans la mesure du possible, mais également sous forme de vidéo et PowerPoint au besoin. Donc, je peux certainement partager ce matériel si cela intéresse quelqu'un. Très bien. Une autre question. Comment avez-vous obtenu l'approbation des autorités de santé pour l'admission des bénévoles? Dans beaucoup de cas, il a fallu cesser l'utilisation des bénévoles à cause de problèmes de transmission. La région de santé nous a encouragés et je sais que nous avons été l'un des premiers foyers, voire le premier, à mettre cela en œuvre parce que les gens estimaient que c'était très risqué et selon nous, les avantages dépassaient largement les risques. Je ne croyais pas, je ne crois toujours pas qu'il y a davantage de risques pour nos résidents, que les bénévoles posent plus de risques pour nos résidents que les personnels, si on peut les former à leur plat de le pays. Est-ce que la vaccination était obligatoire pour les volontaires? Beaucoup de foyers ont perdu des volontaires pour cette raison. Oui, la vaccination était obligatoire. Oui, nous avons perdu au moins un très bon bénévole. C'est malheureux, mais c'était tout à fait nécessaire à l'époque. Très bien. Une question pour vous toutes. Je vais demander à Debra et Michel de revenir, mais je vais poser d'abord à Laurie. Est-ce que le Manitoba, dans votre cas, Laurie, a reçu un financement par résident, par journée résident pour les dépenses reliées à la COVID? Je crois que chaque province a fait les choses un peu différemment. Chez nous, ce n'était pas basé sur le nombre de jours résidents. On nous a demandé de comptabiliser les coûts attribués à la COVID et de demander un remboursement. Jusqu'ici, la plupart des remboursements ont été accordés. Mais pendant assez longtemps, ce n'était pas clair. On ne savait pas si ce serait remboursé ou revu plus tard, si s'il y aurait une rétrogradation. Mais c'était très clair dès le début dans mon esprit qu'il ne s'agissait pas d'épargner de l'argent et qu'en tant qu'organisation, nous allions dépenser ce que nous devions dépenser pour assurer la sécurité de nos résidents, de notre personnel. Et si je devais lever des fonds dans notre communauté pour payer cela, j'allais absolument le faire, oui. Michel et Debra, pourriez-vous commenter l'expérience en Nouvelle-Écosse? Tout au long de la pandémie, il y a eu des possibilités, sachant que nous avions un nouveau gouvernement. Il y a eu un financement pour l'aide aux soins de longue durée qui a été prolongé au-delà des 6 mois pour des personnes qui n'étaient pas agréées, qui se trouvaient au sein de l'établissement, qui pouvaient venir assurer un soutien pour soulager les pressions en matière du personnel. Ce financement s'est inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures, mais cela a soutenu par exemple les mesures de prévention et de contrôle des infections qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la pandémie du financement. Dave, vous avez sûrement d'autres exemples? Ah, Deb a disparu. Ah, la voilà. La voici, excusez-moi. Euh, je n'ai jamais vu plus d'argent affluer dans le secteur des soins de longue durée. C'est incroyable. Et, il y en a presque trop pour savoir qu'en faire ou comment l'utiliser de manière efficace. Dans certains cas, il y a eu une allocation par résident par jour. Dans d'autres cas, c'était ponctuel. Si vous étiez en mesure de démontrer que vous en aviez besoin, on vous le versait. Il y avait un peu de tout. Et heureusement, cet argent continue de rentrer pendant moins 6 mois, je crois. Le défi sera de gérer la situation quand cela se tarira. Est-ce que nous allons conserver les ressources que nous avons reçues, le financement supplémentaire pour la dotation personnelle que nous avons reçue? Alors, l'ultime question, Michel et Déborah, est-ce que vous avez eu un mandat, c'est-à-dire l'interdiction de travailler dans plusieurs sites? Et puis à vous, Laurie, aussi. Oui, dans la première vague, n'est-ce pas? La première, vague 1 et vague 2, oui. Et
dans les vagues 5 et 6, cela a été assoupli un petit peu, mais oui, cela existait certainement au début. Au Manitoba, oui, certainement, nous avons eu l'interdiction de travailler dans plusieurs sites le 1er mai 2020, qui est toujours en vigueur à ce jour, mais ça a été quelque peu assoupli. Les personnels vaccinés peuvent travailler dans plus d'un établissement avec la permission. Eh bien, merci à toutes trois d'avoir partagé votre expérience. Comme vous le voyez, cela a suscité beaucoup de discussions. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez assisté à ce webinaire. Inscrivez le prochain dans votre agenda le 13 juin à 12 heures sur un thème qui sera prochainement annoncé. Comme d'habitude, nous apprécions votre rétroaction pour nous assurer que les informations que nous vous communiquons répondent à vos besoins. Veuillez donc prendre un instant pour répondre aux questions dans le sondage sur l'utilité de l'information et l'éventualité de la transmettre aux autres. Merci Michel Lowe, Debra Boudreau et Laurie Secquetti pour votre excellente présentation. Merci et au revoir.